Les S3PI ont été créés à partir des années 70 pour répondre à des préoccupations locales et faciliter le partage d'informations sur l'environnement, la pollution et les risques industriels. Au nombre de 15, ils permettent de capitaliser les expériences, mutualiser les savoirs, favoriser l'échange et le dialogue entre les parties prenantes. Leur mission première consiste à prévenir, anticiper et mener en toute transparence des opérations d'information, de concertation et d'accompagnement. Mobilisés pour la prévention des risques et mobilisables en post-accident industriel majeur, les S3PI œuvrent aussi dans d'autres domaines comme la prévention des pollutions et des nuisances. Il permet d'identifier les points de blocage, confronter les points de vue afin de co-construire des solutions pour réduire l'impact environnemental de l'activité humaine. Lieu d'échange dans un climat de confiance, il facilite l'accès pour tous aux connaissances techniques et scientifiques qui fondent leurs réflexions et décisions. Il rassemble les différents acteurs des territoires autour d'une même problématique et permet de décloisonner les sujets. Véritable table ronde, territoriale ou opérationnelle, les S3PI ont un rôle d'impulsion, d'orientation et sont force de proposition. Aujourd'hui, les S3PI ont pour ambition de participer à la transition écologique, énergétique et économique des territoires. Ils mènent des études et encouragent les bonnes pratiques dans les domaines industriels et environnementaux. Ce sont de véritables atouts pour les territoires. Les S3PI sont prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour rester précurseurs dans l'information et la concertation en matière d'environnement et de développement durable. Bonjour à tous, je suis Jean-Marie Lécluse, responsable de l'actuel S3PI de l'Artois. Bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation publique du projet d'installation de stockage de déchets dangereux porté par Suez. Alors en effet, Suez a pour ambition d'implanter ce projet de décharge de déchets dangereux au sein de son emprise foncière actuelle, située sur les territoires des communes de Hersin et de Frénicourt, qui regroupent aujourd'hui une installation de stockage de déchets non dangereux. Mais avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, et comme c'est maintenant la coutume, deux petites énigmes dont vous aurez les réponses en fin de webinaire, à moins que vous ayez trouvé avant. Première énigme, quelle est la catégorie de déchets la plus vertueuse? Je répète, quelle est la catégorie de déchets la plus vertueuse? Et deuxième énigme, peut-être un peu moins facile celle-là, quel est le comble de toute stratégie de gestion de déchets pour une région? Quel est le comble de toute stratégie de gestion de déchets pour une région? Alors, bien entendu, ces deux petites énigmes sont en rapport avec le webinaire, on va dire, d'installation de traitement de déchets dangereux. Alors, pour peut-être revenir à des choses plus sérieuses, vous êtes plus de 280 à vous être inscrits à ce webinaire et nous vous en remercions chaleureusement. C'est un bon taux d'inscription. Vous êtes en grande majorité des acteurs de la région des Hauts-de-France. On compte à peu près 90% d'inscrits au sein de cette région. En termes de catégories socio-professionnelles, vous êtes de l'ordre de 48% d'industriels, 15% de collectivités territoriales, 8% de représentants de l'État, 7% d'associations, 7% de bureaux d'études et 15% autres, dont des universitaires, des salariés, des journalistes et, ce qui nous fait plaisir, quelques particuliers. Alors, s'agissant, peut-être en termes de modalités pratiques, vu le nombre de personnes qu'on est, donc s'agissant des modalités pratiques, quelques consignes de fonctionnement que l'on respectera au cours de ce webinaire. Alors d'abord, ce webinaire est enregistré et fera l'objet d'un replay
sur notre chaîne YouTube du S3PI, qui s'intitule S3PI-Artois. Vous avez à votre disposition un onglet discussion en bas à gauche de votre écran, dans lequel vous pourrez faire part de vos remarques, de vos d'informations diverses. Et vous avez aussi à votre disposition un onglet questions-réponses dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Ces questions feront l'objet de réponses au fil de l'eau. Et dans le cadre de ce webinaire, il y a également prévu, en fin de webinaire, un temps d'échange à travers lequel vous aurez la possibilité de vous exprimer, soit par le biais de ces questions-réponses, soit en levant la main et on vous donnera la parole. Voilà donc pour ces modalités pratiques. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, nous avons été approchés, on va dire, par la société Suez, mais aussi par les services de l'État, sous-préfète et le RIAL, pour organiser ce webinaire. Il faut dire que ça correspond à une des missions du S3PI, que de parler des nouveaux projets, surtout des nouveaux projets qui présentent sur les territoires des impacts environnementaux importants avec des nuisances potentielles, mais aussi qui peuvent être sensibles en termes d'acceptation. Et donc, c'est le rôle de la commission de nouveaux projets du SPI de venir s'inscrire dans une dynamique d'échange, on va dire, respectueux, afin d'évoquer ce type de projet. En termes de modalités d'organisation de ces commissions de nouveaux projets, elles se réunissent, et c'est le cas aujourd'hui, dans la phase amont du projet. Là, aujourd'hui, on est dans le cadre de la constitution de ce dossier. Aucun élément, on va dire, technique n'a été remis au service de l'État pour l'instant. Mais cette commission, on va dire, nouveau projet du S3PI, peut également s'inscrire dans les phases, on va dire, postérieures au dépôt de dossier, entre le dépôt de dossier et l'enquête publique, ou encore, on va dire, après l'enquête publique. Ça a été par exemple le cas dernièrement. Nous avons réalisé pour le projet ACC avec Madame la sous-préfète une commission de nouveau projet postérieure à l'enquête publique. Et ensuite, une fois les autorisations obtenues pour le projet, ce sont, notamment pour des projets comme celui de Suez, ce sont des commissions de suivi de site qui prennent le relais et qui se réunissent une fois par an pour échanger sur le projet et ses évolutions. Alors, s'agissant du projet d'aujourd'hui, je vous propose lors du jour suivant, d'abord une introduction par Madame la sous-préfète de Béthune, Chantal Ambroise, qui parlera notamment de l'accompagnement et de l'organisation du comité technique qu'elle a mis en œuvre à l'appui de ce projet. Nous aurons Laura Di Natale, référente DRIAL en matière de réglementation déchets, qui nous parlera des différentes dispositions réglementaires qui s'appliquent aux installations de stockage de déchets dangereux. Nous aurons François Grux, directeur général Suez Minerals France, qui nous parlera dans le détail du projet en mettant l'accent sur un certain nombre d'atouts. Et ensuite, nous ouvrons sur un des points les plus sensibles d'un projet de cette nature, à travers notamment les problématiques géologiques et hydrogéologiques, avec à la fois le bureau ACG Environnement qui nous parlera de ces problématiques hydrogéologiques, mais aussi avec le BRGM qui nous apportera un certain nombre d'éclairages en matière de tierce expertise. Enfin, en ce qui concerne les exposés, nous aurons Frédéric Modrzejewski, donc responsable de la DRIAL de l'unité départementale de l'Artois, qui nous parlera de la procédure d'autorisation qui sera mise en œuvre à l'appui, on va dire, de l'autorisation de ce projet. Voilà, j'en ai terminé pour, on va dire, ce préambule, et je propose de donner la parole à Madame la sous-préfète de Béthune pour l'introduction. Allez-y, Madame. Merci et bonjour à tous. Donc, cela vous a été précisé, nous avions demandé donc au S3PI Artois d'organiser ce webinaire qui se déroule dans le cadre de sa commission Nouveaux projets. Donc, c'est un moment d'échange qui permettra au groupe Suez de présenter son projet et au service de l'État d'apporter des précisions sur les dispositions réglementaires.
Les intervenants veilleront à donner des réponses aux questions qui pourront être formulées. En effet, ce webinaire est l'occasion d'ouvrir la discussion autour du projet Suez, RRIWS Minerals France, qui prévoit de créer une installation de stockage de déchets dangereux sur la commune d'Ersin-Coupigny, en complémentarité des installations actuelles exploitées par d'autres entités du groupe SCORI. Le projet s'inscrit dans l'objectif fixé par le STRADET, qui, je rappelle, est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui souhaitait qu'une étude de l'opportunité d'une installation de stockage de déchets dangereux soit réalisée sur le territoire des Hauts-de-France. En effet, la région des Hauts-de-France n'est pas en mesure actuellement d'offrir des capacités de stockage suffisantes pour ce type de déchets. Dès lors que le dossier porté par Suez sera déposé, les installations seront appelées à être étudiées pour une mise en activité d'ici 3 ans. Un important travail en amont a été mené avec les services de l'État, les services départementaux d'incendie et de secours, avec l'exploitant, afin de déterminer la nature du projet, ses enjeux, ses points de vigilance et de fixer un calendrier prévisionnel associé pour que le dossier de demande d'autorisation réponde, vous l'aurez compris, aux exigences réglementaires. Les services de l'État ont pour rôle de coordonner les différentes étapes du projet et de garantir leur bon déroulement. Depuis fin avril 2021, des réunions régulières ont eu lieu pour avancer sur les aspects techniques et réglementaires du dossier. L'accompagnement de l'État au travers de comités techniques a permis et permettra un suivi des procédures en termes de respect des normes environnementales en lien étroit avec les services de l'État. Je veux parler de la Direction départementale des territoires et de la mer, de la DREAL, du SDIS et de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Tout comme c'est le cas pour un autre projet structurant qui est en cours d'implantation sur l'arrondissement de Béthune, la Gigafactory de batteries pour véhicules électriques s'implantera donc dans une zone d'activité qui se trouve à Douvrin. Je parle de projet structurant parce qu'il conditionne les évolutions technologiques et écologiques de notre pays. Et surtout, il permettra d'acquérir une meilleure souveraineté. Les services de l'État, lorsque nous sommes appelés à accompagner ce type de projet pour s'assurer de la bonne réalisation des procédures réglementaires, les services de l'État interviennent pour dispenser des conseils aux porteurs de projets dans ces démarches afin qu'ils constituent son dossier dans le respect de la réglementation. Je le dis et je le répète, c'est là notre rôle. Le projet Suez est donc une installation particulière dont l'appellation installation stockage de déchets dangereux peut éventuellement susciter des inquiétudes. Ce webinaire permettra donc au groupe Suez d'apporter un éclairage, d'abord sur les catégories de déchets ciblés par le projet, ainsi que sur leurs modalités de traitement. Ce sont 2 points importants. Ce projet présente un réel intérêt pour le territoire et les industriels intéressés par la réduction de coûts logistiques, mais aussi pour la population, avec l'implantation d'un site de stockage répondant aux dernières exigences environnementales en la matière. Lors de la commission de suivi de site de Suez SCORI qui s'est tenue le 3 juin dernier, la société a pu présenter son projet aux membres de cette commission. Depuis, le groupe Suez multiplie les échanges et les déplacements avec les élus locaux et les a conviés récemment à une visite sur un site similaire du groupe en Côte d'Or.
afin de mieux appréhender la nature du projet et les enjeux environnementaux induits, et pour permettre aux uns et aux autres de se forger leur propre opinion. La démarche du porteur de projet se veut pédagogique, transparente, pour avancer de manière constructive. Ce webinaire est une manière de créer les conditions d'un dialogue fructueux. Il permet d'aborder le sujet par anticipation afin de répondre étape par étape aux interrogations et aux questionnements du public. Nous souhaitons que cette réunion d'échange soit l'occasion d'aborder de manière directe tous les enjeux afin d'enrichir la réflexion autour de ces installations utiles au développement économique et social de notre territoire, sans négliger ses impacts. Je vous remercie. Je crois qu'à présent, c'est la DREAL qui va poursuivre. C'est ça, Madame la sous-préfète. Donc, c'est donc Laura Dinatal, référente déchets au service risque de la DREAL, qui va nous présenter, qui va nous toiletter les différentes exigences réglementaires en matière d'installation de stockage de déchets dangereux. Laura, donc je te laisse la parole. Bon courage. Merci. Donc, moi, c'est Laura Dinatal, je suis référente déchets pour la DREAL Hauts-de-France et je vais vous présenter ce qui existe en termes de réglementation qui est applicable aux installations de stockage de déchets dangereux. Donc, on va commencer par un peu de planification. En France, il existe 13 installations de stockage de déchets dangereux. On n'en a pas en Hauts-de-France. Et pour savoir s'il y en a assez ou pas assez, on se fie à des documents de planification qui sont rédigés par les conseils régionaux. Et donc, le but de ces documents de planification, c'est de vérifier l'adéquation des installations de gestion des déchets avec les gisements de déchets. Ces documents de planification doivent être compatibles avec la réglementation nationale et notamment le plan national de gestion des déchets. C'est un document d'octobre 2019. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est un plan qui est très, très généraliste et dont les principes en fait, sont retranscrits dans les SRADET. Donc, je vous ai mis le lien pour ceux que ça intéresse, mais on va plutôt passer au SRADET, qui, lui, est plus localisé. Donc, ce SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et donc, il traite du sujet des ISDD en orientation 9.6. Il dit qu'il faut étudier l'opportunité d'un site de stockage de déchets dangereux en région Hauts-de-France parce qu'on n'a pas d'ISDD et que pour l'instant, les déchets sont acheminés vers des régions limitrophes françaises et transfrontalières, ce qui ne permet pas de répondre au principe de proximité et d'autosuffisance. Le plan demande à étudier certains éléments, notamment réaliser une évaluation des besoins de stockage de déchets dangereux en Hauts-de-France. Il demande à ce qu'on identifie les meilleures techniques de stockage disponibles. Il demande à ce qu'il y ait une proposition d'optimisation des modes de transport qui soit faite afin de limiter les transports en distance et en volume. Et enfin, il demande à ce qu'il y ait une justification de bénéfices environnementaux qui soit apportée. Donc, l'exploitant dans son dossier devra l'exploitant devra justifier dans son dossier de la compatibilité de son projet par rapport aux exigences du SRADET, et donc notamment fournir les éléments d'étude demandés par ce schéma. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qui est demandé dans l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002, qui est l'arrêté ministériel qui régit en fait les activités de stockage de déchets dangereux. Donc avant de commencer, un petit peu de rappel sur la nomenclature ICPE. Les ISDD sont classés 2760-1 au titre de la nomenclature ICPE et qui est pour un régime d'autorisation. Et donc, en général, les 2760-1 sont également classés 3540-1, qui est en fait la rubrique IED, donc également une rubrique à autorisation. Et ce classement en 3540 implique qu'une ISDD est un établissement prioritaire. C'est défini dans une note ministérielle du 24 novembre 2016. Et donc, ça implique qu'il y a une inspection annuelle qui est réalisée par l'inspection des installations classées, à minimum. Donc maintenant, pour rentrer dans les prescriptions de l'arrêté ministériel de 2002, rapidement, il y a une liste de déchets interdits, donc par exemple des déchets liquides, des déchets explosibles, inflammables, tout ça c'est interdit en admission en ISDD. Pour le reste, il y a une procédure d'acceptation préalable qui est réalisée. Donc en gros, rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que le producteur du déchet
va fournir des informations sur son déchet. Donc, par exemple, la source et l'origine du déchet, le code déchet. Et puis, il va réaliser des essais sur son déchet, donc avec des essais de lixiviation, des essais de radioactivité. Et puis, en fonction de ça, l'exploitant de l'ISDD va lui délivrer une certification d'acceptation préalable qui, en fait, est un engagement de l'installation à traiter le déchet sous réserve qui respecte bien les critères définis dans la caractérisation de base faite par le producteur du déchet. Okay. Donc ensuite, une fois qu'il y a un certificat d'acceptation préalable qui a été délivré, on a des contrôles supplémentaires qui sont effectués à l'arrivée des déchets sur site. Notamment, il y a des vérifications documentaires, donc vérification qu'il y a bien un certificat d'acceptation préalable qui est en cours de validité sur le site. Est-ce qu'il y a bien les documents transfert transfrontalier de déchets, si transfert transfrontalier de déchets il y a, est-ce qu'il y a bien les bordereaux de suivi de déchets, etc. Ensuite, on a un contrôle visuel des déchets qui est effectué pour vérifier que le déchet qui arrive sur site correspond bien à ce qui était prévu par le certificat d'acceptation préalable. Il y a une vérification de l'absence de radioactivité. Et puis enfin, il y a des essais de lixiviation qui sont réalisés toujours pour vérifier que les déchets qui arrivent sur le site dans ce camion-là soient bien conformes au certificat d'acceptation préalable. S'il y a un des critères qui n'est pas respecté, alors le chargement doit être refusé. Ensuite, au niveau de l'implantation d'un site, d'une installation de stockage de déchets dangereux, on n'implante pas une installation comme ça n'importe où. Il faut que le site soit géologiquement et hydrogéologiquement favorable à la constitution d'une barrière passive. Donc, en fait, en gros, il faut que le sol, le terrain naturel, soit très, très imperméable pour éviter une pollution du sol et du sous-sol. Donc, c'est ce qu'on appelle une barrière de sécurité passive. Et en plus de ça, donc là, je vous ai fait un petit schéma que j'ai entouré en rouge, on va venir protéger ce sol très imperméable par différentes couches qu'on va appeler barrières de sécurité active, et donc avec, par exemple, une géomembrane, avec une couche drainante et des drains pour récupérer les lixiviats, par exemple. Et puis, dernier point, la zone d'exploitation doit se trouver à plus de 200 mètres de toute habitation. Ensuite, je vous ai repris quelques règles d'exploitation qu'un exploitant d'ISDD doit respecter. Donc, par exemple, les casiers ne doivent pas faire plus de 10 000 m² en surface et on ne peut pas exploiter plus de 2 casiers simultanément. Tout simplement parce que, une des raisons, c'est que plus on va ouvrir de casiers, plus on va ouvrir de surface et plus on va générer des lixiviats. Parce que quand il pleut, on a l'eau qui va ruisseler dans le massif de déchets, qui va se charger en polluants. Ça va générer ce qu'on appelle des lixiviats qu'il faudra ensuite traiter avant rejet au milieu. Et donc, en limitant le nombre de casiers ouverts et la surface, on va essayer de limiter la création de lixiviats. Ensuite, l'exploitant devra réaliser un calcul pour définir la hauteur maximale qu'il peut admettre dans son installation, parce qu'il ne faut pas qu'il altère les barrières de sécurité passives et actives, il ne faut pas qu'il déchire les membranes, il ne faut pas qu'il vienne écraser les drains, et il faut qu'il puisse garantir la stabilité de son massif de déchets. Donc ça, il y a tout un calcul à réaliser pour voir jusqu'à quelle hauteur on peut stocker les déchets. Ensuite, les déchets pulvérulents doivent être conditionnés ou traités pour prévenir les envols. Et enfin, les déchets sont stockés par groupe de compatibilité dans les alvéoles pour éviter des réactions indésirables. Après exploitation, là encore, on vient isoler le tas de déchets par une couverture. Donc là, c'est pareil, sur le petit schéma, je vous ai entouré toutes les couches qui constituent les couvertures pour bien isoler le massif. Et donc, entre autres, on met une couche imperméable et puis une couche de terre pour revégétaliser le terrain. Et puis enfin, dernier point, bien sûr, il y a des vérifications et des suivis qui sont effectués tout au long de la vie de l'ISDD. Donc la vérification des déchets à l'entrée du site, on en a parlé précédemment. Il y a une surveillance des eaux qui a réalisée, donc aussi bien pour les eaux pluviales que les lixiviats. Dans l'arrêté ministériel, on a des valeurs limites sur certains paramètres que les eaux doivent respecter avant rejet au milieu naturel. Pour les eaux souterraines, l'exploitant va devoir mettre en place un réseau de piézomètres pour suivre la qualité des eaux souterraines. Et s'il constate une dégradation de la qualité des eaux souterraines, il va devoir mettre en place un plan d'action et une surveillance renforcée. Ensuite, on a un suivi de l'exploitation, puisqu'une ISDD, c'est quand même une installation qui vit. On va ouvrir une alvéole, on va la fermer, on va en ouvrir une autre à côté. Et donc, il faut tenir à jour des plans. Il faut tenir aussi des registres d'admission des déchets
pour assurer la traçabilité. Et puis, on doit aussi, l'exploitant va devoir transmettre annuellement un rapport d'activité qui retrace l'activité du site sur l'année. Et ensuite, après exploitation, on a un suivi à long terme, jusqu'à 30 ans après le dernier rapport de déchets. Et donc, on va continuer à suivre les eaux souterraines, la qualité des eaux rejetées, les repères topographiques, et le site doit continuer à être entretenu. Donc, voilà pour les dispositions de l'arrêté ministériel de 2012. Bien. Merci Laura. Je regarde en même temps l'onglet discussion, je m'aperçois qu'un certain nombre de personnes ont des difficultés de son ou d'image, donc ça va être lié au flux de données qu'ils reçoivent. Donc, encore une fois, donc, je le rappelle, donc, il y a un enregistrement de l'ensemble de ce webinaire et il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Excusez-nous pour cette transmission, mais c'est indépendant de notre volonté. Autre chose également, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses, donc à disposition. Il y a aussi un certain nombre de commentaires qui ont été réalisés dans l'onglet discussion sur lesquels on reviendra dans le temps d'échange imparti à ce webinaire. Alors, comme je l'ai dit au début en préambule, vous êtes un grand nombre d'industriels à suivre ce webinaire. Et donc, je tenais à attirer votre attention sur une exigence réglementaire, une obligation réglementaire généralisée au 1er janvier 2022 qui concerne l'application Track Déchets. Alors, c'est totalement en rapport avec le thème de ce webinaire aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'assurer la traçabilité dématérialisée des déchets dangereux, traçabilité numérique notamment. Et donc, à compter du 1er janvier 2022, l'ensemble des producteurs de déchets dangereux devront utiliser cette application Track Déchets. Vous avez toutes les explications sur un site particulièrement bien fait réalisé par le ministère de la Transition écologique à l'adresse www.trackdéchets.beta.gouv.fr. Je vous engage à vous y rendre. Vous verrez, les choses sont très bien expliquées. Nous avons eu également nos collègues du S3PI, du Hainaut-Cambrésis, d'Ouésie, qui la semaine dernière ont réalisé un webinaire dédié à cette affaire. Et vous pouvez aller également sur leur site internet récupérer le replay de ce webinaire. Alors peut-être également, ce qui est intéressant justement dans cette application Track Déchets, et pour répondre aussi à une exigence du SRADET en matière notamment de déchets dangereux, c'est qu'on aura en temps réel, pour une région donnée, l'ensemble des flux de déchets qu'elle est capable de traiter, mais également l'ensemble des flux de données, l'ensemble des flux de déchets qu'elle envoie vers d'autres régions ou vers d'autres pays. Et ça, c'est très intéressant puisque ça permettra de voir ô combien nos industries, notre région, mais également les centres de valorisation énergétique de cette région sont dépendants, on va dire, d'autres régions en matière de stockage de déchets ultimes. Voilà. J'en viens à présent à passer la parole à François Grux, qui est le directeur général de Suez Minerals France, qui va présenter son projet de décharge de déchets dangereux ou de stockage de déchets dangereux sur le territoire de Hersin. Allez-y François, à vous. Bonjour à tous, François Grux, directeur général de Mineral France. Je vais vous présenter notre projet. On va commencer rapidement par le sommaire. Voilà. On va commencer par un petit film de présentation qui présente un site en activité dans la Côte d'Or, du côté de Dijon, à Drambon. Après une présentation rapide de Mineral France, une présentation plus détaillée du projet avec ses activités, les données clés, les raisons et les atouts qu'il présente pour la région. Un petit zoom sur l'information du public et le calendrier général projeté pour cette installation. On va commencer par la petite vidéo. Merci. Les installations de stockage de déchets dangereux sont des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation préfectorale. Elles permettent de traiter en toute sécurité les déchets solides non valorisables des collectivités et industriels. Une réglementation très stricte les encadre.
tous les déchets sont contrôlés et analysés à leur entrée sur le site. En effet, seuls certains types de déchets y sont autorisés, tels que les résidus de l'épuration des fumées, les boues de traitement des effluents industriels, les résidus de l'industrie, l'amiante et les déchets de démolition contenant du plomb, les terres polluées issues de réhabilitation de friches et sites industriels. En fonction des résultats d'analyse, les déchets sont traités afin d'assurer leur innocuité pour l'environnement. La traçabilité des déchets est garantie sur l'ensemble de la chaîne de traitement. Les déchets sont stockés dans des alvéoles dotés d'une double barrière de sécurité sur le fond, les flancs et le dessus, ce qui rend le site totalement étanche. Ainsi, une fois recouverts, les déchets ne peuvent pas être au contact de l'air et des eaux. Le sol, les nappes phréatiques et le milieu naturel sont alors parfaitement protégés. La surveillance des zones de stockage et du milieu naturel est garantie pendant la période d'exploitation, mais aussi après la fermeture du site. Progressivement réaménagés, les espaces revégétalisés sont ensuite de véritables réservoirs écologiques durables, pouvant parfois être utilisés pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Notre métier est d'assurer le traitement de nos déchets en toute sécurité pour l'environnement, les populations et nos collaborateurs. En permettant l'installation d'un site de stockage, les collectivités et les industriels disposeront d'une solution de traitement sécuritaire et de proximité de leurs déchets dangereux, tout en renforçant les dispositifs de production d'énergie verte de leur région. Alors, Mineral France est une filiale de Suez, du groupe Suez, spécialisée dans le stockage et la valorisation et la réhabilitation de sites et de sols pollués. Voilà. Donc, Mineral France, donc c'est la filiale spécialisée de Suez pour le traitement des déchets minéraux solides dangereux. Donc, notre spécialité, donc, il y a 13 installations, comme l'a dit la référente de la DREL tout à l'heure en France. Nous en gérons 7. Nous sommes le leader sur le marché. Nous traitons 60% des déchets dangereux produits en France, en tout cas traités en France. Nous avons d'autres activités, le stockage des déchets non dangereux sur d'autres installations avec une valorisation du biogaz en énergie verte. Et notre deuxième activité est le traitement et la valorisation des terres et sédiments pollués issus de réhabilitation de friches industrielles sur le territoire national. Alors, quelques chiffres très rapidement, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres. L'année dernière, nous avons traité à peu près 1 900 000 tonnes de déchets dangereux en France, pour un chiffre d'affaires de 165 millions pour 340 collaborateurs. Alors, nos clients, ce sont les industriels, les collectivités, les désamiantaires, les bureaux d'études, les centres de valorisation énergétique, les acteurs du BTP et tous les acteurs de la dépollution. Donc, 7 installations de stockage de déchets dangereux, les 10 plateformes Neoterre, donc ce sont les plateformes qui nous permettent de trier, valoriser les terres issues de la dépollution de sol. Alors, le projet, proprement dit, donc sur la commune d'Hersin-Coupigny, il est intégré dans un périmètre existant, donc dont nous sommes propriétaires. Il est à proximité d'installations existantes, donc qui permet une complémentarité et des synergies. Il a un PLU qui est compatible pour un usage industriel et il s'inscrit dans le cadre du STRADET. Je vais développer ça par ailleurs. Alors, quelques données chiffres du projet. Donc, l'activité principale, évidemment, stockage de déchets dangereux ultimes de composition minérale. Les activités connexes, donc, comme je l'ai présenté assez rapidement tout à l'heure, unité de traitement de stabilisation de déchets dangereux, puisqu'une partie des déchets devant entrer sur le site doit faire l'objet d'une stabilisation avant stockage pour éviter une lixiviation et un risque pour l'environnement. Du transit et le regroupement et valorisation de déchets issus de dépollution de sol, donc des terres qui peuvent être criblées, récupération de cailloux pour préserver la ressource naturelle, et une activité d'affoulement et d'extraction puisque nous allons terrasser une partie du site. Donc, nous demandons aussi cette rubrique pour pouvoir réaliser notre installation de stockage. Alors, les chiffres de l'installation proprement dite projetée, c'est 2,3 millions de mètres cubes, une capacité annuelle maximale envisagée de 100 000 tonnes an.
une durée d'exploitation qui varie entre 20 et 25 ans en fonction des tonnages apportés sur la durée de chaque année, une emprise totale du projet de 22 hectares et une emprise dédiée au stockage de 11 hectares. Puisqu'il y a les installations connectes, les accès, l'usine de stabilisation, et on doit se mettre à 200 mètres de toute habitation. Alors, point de vue social et emploi, c'est 30 emplois directs et au moins autant en emplois indirects. Une zone de chalandise projetée, prioritairement la région Hauts-de-France et les régions limitrophes. Et c'est un site qui n'est pas classé Céveso. Alors, comme ça a été présenté tout à l'heure, pour pouvoir entrer sur une installation de stockage des déchets dangereux, tout déchet doit faire l'objet d'une analyse d'acceptation préalable, donc il y a une caractérisation. Après, l'exploitant attribue ou n'attribue pas un certificat d'acceptation en fonction de la nature des déchets, ça peut s'orienter aussi vers un refus. Lorsque le véhicule se présente sur le site, d'abord il le fait avec un rendez-vous, il passe le contrôle de radioactivité, et il y a une vérification systématique de la nature du déchet, donc d'abord dans un premier temps visuel, il y a un prélèvement qui est fait avec un test en laboratoire, un test à 1 heure pour vérifier que le déchet est bien conforme à celui qui a été annoncé lors de la fiche d'acceptation annuelle. Voilà. Et puis le laboratoire, puisqu'on a un laboratoire sur site, participe aussi à l'autosurveillance environnementale qui complète les surveillances qui sont faites à l'extérieur ou par les organismes agréés. L'activité de stockage. Donc, vous avez une petite photo qui vous présente des silos. En fait, ces silos servent à la réception des déchets plus virulents qui vont faire l'objet d'un mélange avec du ciment pour les solidifier et pour les rendre inoculants pour l'environnement. Vous avez sur la photo en haut, vous voyez des petits fioles et des déchets. C'est le déchet brut et son test de liquidation avec la couleur jaune. Et à côté, après traitement, vous avez le déchet solidifié, donc ça en éprouvette, et la qualité de l'eau qui en ressort après traitement. Voilà, donc le processus. Donc, arrivé sur le site, analyse en laboratoire, mélange des déchets avec un réactif, donc essentiellement du ciment, un équivalent de ciment, mise en place dans les alvéoles, telles qu'elles ont été décrites par la référente de l'Adréal tout à l'heure, avec tous les processus de protection de l'environnement. Alors, les autres activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi prévu dans notre projet une petite plateforme pour pouvoir traiter les matériaux issus du terrassement du site et pour pouvoir recevoir des terres polluées issues de réhabilitation de friches industrielles. Voilà, donc l'objectif étant de limiter le stockage de déchets terreux dans des installations de stockage de déchets inertes et de pouvoir les réemployer sur le site pour éviter de prendre des matériaux nobles en carrière. Alors, les déchets ciblés. Donc, on a 4 grandes familles de déchets que nous pouvons accepter. Évidemment, une liste de déchets que nous ne pouvons pas prendre. Alors, les grandes familles de déchets, c'est les déchets issus du désamiantage. Donc, ça va être le désamiantage des bâtiments, des édifices publics ou des routes, parce que certaines routes contiennent de l'amiante. Donc, les enrobés contiennent de l'amiante. C'est les déchets issus de la dépollution des effluents gazeux industriels liquides, donc tout ce qui peut être les usines, mais c'est aussi les traitements de fumée des usines de valorisation énergétique et des UVE, et les terres issues de la dépollution de sol et de la résorption de sites pollués. Alors, tous les déchets interdits, vous avez la liste en dessous. Ce sont les produits comburants, corrosifs, explosifs, inflammables, les DASRI, donc ça, c'est les déchets d'activité de soins infectieux, les déchets liquides, les déchets radioactifs et les fermentescibles. Alors, en préambule, la région, donc ça s'inscrit effectivement dans le cadre du STRADET, la région Hauts-de-France produit 300 000 tonnes de déchets dangereux par an. La totalité de ces déchets sont traités dans d'autres régions ou d'autres pays. Alors, pour être plus précis, une partie des déchets sont traités en Allemagne dans des mines, donc dans l'ancienne Allemagne de l'Est, sont traités en Île-de-France 2 installations de stockage de déchets dangereux, 2 installations de stockage de déchets dangereux dans le Grand Est, dans la Meuse et en Meurthe-et-Moselle, et un site en Normandie. Donc, la totalité des déchets de la région sont traités dans d'autres endroits. Donc, ça ne correspond pas aux critères de proximité. Et puis, il y a une fragilité en la matière que je vous expliquerai tout à l'heure. Un projet de stockage de déchets dangereux dans la région a tout son intérêt pour anticiper les besoins futurs de l'évolution réglementaire et législative en matière de dépollution et d'amélioration de la qualité de l'air sur la région et au niveau national, notamment la décarbonisation de l'industrie. C'est un point très important qu'il faut anticiper. Ça permet aussi d'avoir une autosuffisance pour la région, ou en tout cas de viser une autosuffisance. Notre projet vise 100 000 tonnes pour une production de 300 000.
Sachant que sur les 300 000 tonnes donc, qui sont traitées sur 5 installations sur le territoire, sur la partie nord de la France, nord-est de la France, 2 de ces installations ont une durée de vie qui est limitée à 4 ans. Donc ça veut dire qu'en fin 2024, un site en Île-de-France, une forte probabilité de fermer, et fin 2026, début 2027, un des 2 sites présents dans la région Grand Est doit fermer, par absence de foncier pour une extension. Donc la région Hauts-de-France se trouvera en difficulté pour pouvoir traiter ces déchets à proximité, sachant que les autres plans régionaux, puisque ça fonctionne par solidarité de régions proches, limitrophes, ne permettent pas de les traiter dans d'autres régions de France. Alors, les atouts d'un tel projet, ça permet notamment de réduire les coûts de requalification pour les friches industrielles, sachant que notre région détient 45% des friches industrielles en France. Donc, pour pouvoir accompagner ce mouvement de dépollution de sol et la réutilisation de ce foncier, il est nécessaire de pouvoir disposer d'installations de proximité. Ça correspond aussi aux objectifs de ZAN. La ZAN, qu'est-ce que c'est? C'est zéro artificialisation naturelle, c'est-à-dire plus de consommation de terres agricoles, c'est réutilisation de terrains déjà anthropisés par d'autres activités industrielles ou au sein des collectivités. Voilà. Et ça permet aussi de s'inscrire dans le futur et dans le plan de réduction des déchets non dangereux, puisque la région s'est fixée comme objectif de réduire de 400 000 tonnes à l'horizon 2030 le stockage de déchets non dangereux dans ces installations et de pouvoir les traiter dans des stations de valorisation de CSR. Donc 400 000 tonnes à traiter, c'est 5% de déchets qui doivent après être traités en installation de stockage de déchets dangereux. Donc c'est 30 000 tonnes de plus qu'il faudra traiter dans la région. Donc ce projet est stratégique pour pouvoir accompagner justement la boucle vertueuse de l'économie circulaire et la transition écologique est une ambition de la région. Alors les atouts, je ne vais pas développer parce que je sais qu'il y a des exposés sur le sujet. La ressource en eau, en tout cas dans le cadre de ce projet, est totalement préservée car il n'y a pas de nappe sous le site. La structure géologique répond aux objectifs fixés par la réglementation et vous aurez un exposé sur le sujet. Et le terrain, la compatibilité du terrain au projet ont été validées par une tiers expertise qui va vous être présentée par le BRGN. Alors dans ce genre de projet, malgré que ce soit un terrain anthropisé, d'ailleurs on peut trouver sur ce site des espèces de plantes exotiques qu'il faudra détruire parce qu'elles sont envahissantes. Nous accompagnons notre projet de mesures pour la biodiversité, notamment avec les associations locales d'environnement et le Muséum d'histoire naturelle qui nous accompagne sur tous nos projets. Voilà. Après, un petit zoom sur la sécurité routière, puisque c'est en général les questions qu'on pose sont posées essentiellement sur ce sujet. Il n'y a absolument aucune traversée de communes à réaliser. Le projet, c'est environ maximum 60 camions par jour. 60 camions par jour, ce qui représente 3% du trafic poids lourd de la route jusqu'à le site. Voilà, les raccordements sont déjà existants puisqu'on va réutiliser des infrastructures de l'ancienne cimenterie qui a fermé dans les années 60. Et il y a une opportunité de sécurisation en plus du trafic cycliste puisqu'on peut prolonger la piste cyclable. Alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Parce que nous nous inscrivons justement le plus en amont possible et nous voulons être le plus transparent possible. C'est pour ça que nous avons fait cette démarche. On peut comprendre que cette activité soit méconnue et puisse poser interrogation puisque le dernier site de stockage de déchets dangereux de la région a fermé en 1994. Donc ça fait presque 27 ans même qu'il a fermé. Donc effectivement une méconnaissance de cette activité sur le secteur. Nous voulons promouvoir notre métier qui s'inscrit sur un aspect stratégique pour la région, parce que sans installation de stockage de déchets dangereux, le développement économique sera beaucoup plus difficile, la transition écologique beaucoup plus difficile, et puis la pérennité du traitement des ordures ménagères via les UVE nécessite un traitement par stockage des refiums, ou en tout cas leur valorisation. Voilà. Donc c'est pour ça que nous inscrivons le plus en amont possible afin de présenter notre activité, notre démarche. Alors voilà, on le fait à travers les CSS. À l'occasion du STRAPI, donc ça nous permet de présenter notre projet et nous ferons une communication renforcée vis-à-vis des collectivités locales entre maintenant et le dépôt du projet, puisque notre projet n'est pas encore prêt à être déposé. Voilà. Et nous allons aussi mettre en place un système d'information en ligne
Nous sommes en train de finaliser d'ailleurs ce support pour pouvoir justement répondre aux questions et aux sollicitations diverses. Voilà, donc tout ça est fait à notre initiative, justement, puisqu'on s'inscrit dans la transparence sur le sujet. De toute façon, notre dossier sera soumis à enquête publique, donc il n'y a rien à cacher. Voilà. Alors, je finis par un petit calendrier, qui est le calendrier prévisionnel du projet. Donc, un dossier comme ça s'inscrit effectivement dans la durée. On a fait une étude stratégique, voir s'il y en avait une nécessité pour la région. Donc, ça, on a validé toutes ces cases. Après, on est passé à l'étude géologique et hydrogéologique, qui a fait l'objet d'une qualification et d'une pièce expertise. Nous sommes en train de finaliser notre dossier de demande d'autorisation d'exploiter, qui n'est pas encore finalisé. Nous envisageons un dépôt de ce dossier au premier semestre de l'année prochaine, après une enquête publique et puis une décision préfectorale. Et si l'autorisation nous est donnée, nous envisageons une mise en service en 2024, ce qui correspondra d'ailleurs à la fermeture prévisionnelle des installations dans l'Est et en région parisienne, et nous permettra pour partie d'apporter une solution aux déchets dangereux de la région. Merci François Grux pour cette présentation très claire, très riche, qui montre que c'est un projet qui s'inscrit en quelque sorte dans une volonté de transparence de la part de Suez, avec une dynamique d'information et de concertation que vous souhaitez mettre en œuvre jusqu'au dépôt de dossier, mais également après. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, on y reviendra, il y a des réponses qui sont faites en parallèle, il y a quelques questions qui méritent la peine qu'on s'y attarde au moment des discussions du temps d'échange. Cependant, sur ce type de projet, la problématique hydrogéologique est d'importance et il nous a semblé intéressant, puisque les études sont terminées, et donc d'aborder avec les bureaux d'études qui ont travaillé sur ces questions-là, ces aspects hydrogéologiques, notamment avec ACG et ensuite avec le BRGM qui a agi en tant que tiers expert. Donc, je passe la parole à Boris Bretodeau de ACG qui va nous parler de cette dynamique hydrogéologique. Boris, à vous. Merci. Voilà, donc je me présente, Boris Bretodeau, géologue, gérant de la société ACG Environnement. On a réalisé effectivement l'étude de qualification géologique et hydrogéologique réglementaire et je vais vous présenter aujourd'hui la méthodologie d'étude et les principaux résultats. Présentation en 3 parties. D'abord, je vais vous faire un rappel réglementaire et les enjeux associés. Je vous définirai le contexte général et les éléments de favorabilité locale. Enfin, je terminerai par une synthèse du contexte hydrogéologique après investigation avec les préconisations que l'on a pu faire de dimensionnement de projet. Commençons d'abord par un rappel succinct du cadre réglementaire. Madame Di Natale, tout à l'heure, vous a dit qu'on dépend de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002 et 3 articles intéressent les études géologiques et hydrogéologiques, et notamment l'article 14. L'article 14 qui précise, et je lis, que le choix du site de stockage doit être validé par une étude géologique et hydrogéologique approfondie. En gros, c'est donc une étude réglementaire avec un cahier des charges bien précis qui est donc défini à l'annexe 2. Je vous ai mis un extrait dessous de l'annexe 2 qui dit que l'étude doit être réalisée en 3 phases. L'aptitude régionale, qui replace le site dans son contexte, justifier que la position est favorable ou en tout cas de cause peu contraignante. Ensuite, l'étude du contexte local, c'est là qu'on va étudier, faire la qualification proprement dite avec plein de sondages de reconnaissance. Et enfin, on arrive à la dernière phase qui est le dimensionnement du projet. Et pour arriver à cette phase de dimensionnement de projet, on doit passer par les 2 étapes précédentes qui doivent être validées à l'avancement par une tierce expertise, en l'occurrence par le BRGM. Et il faut savoir qu'à chacune des conclusions de phase, on doit proposer le programme d'investigation de la phase d'après, qui lui aussi est validé par le BRGM. Deuxième article maintenant, notion de préservation de l'environnement, article 12. Oui, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en gros, pour les études géologiques et hydrogéologiques, l'important, c'est de démontrer que la ressource en eau potable, alimentation en eau potable, AEP, n'est pas vulnérable au projet. Deuxième chose, point de vue hydrogéologie, mais il faut que le premier niveau d'IMP sous le site et ou en aval, là aussi, n'est pas vulnérable au projet. Donc, on en parle ici, si vous voulez, de préservation de leurs ressources en eau. Dernier article maintenant, article 13, c'était la notion de barrière passive, qui a déjà été abordée tout à l'heure. Pour faire simple, les enjeux ici, d'un point de vue géologique, on doit avoir au moins 5 mètres d'argile sous le site imperméable. Ça se mesure, voilà le degré de perméabilité, 1 par 10-9, c'est une vitesse si vous voulez. Donc, on doit avoir au moins 5 mètres d'argile.
Et dernière notion importante, la barrière passive doit être homogène et continue. Hein, c'est bien ça. Qu'en tout point, elle sera conforme, qu'on assurera l'innocuité du site à long terme. Voilà, j'en ai terminé avec ce rappel succinct de la réglementation. Parlons maintenant de la favorabilité du site. Et tout ça, c'est étudié dans la première phase d'étude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aptitude régionale. C'est une étude qui est principalement bibliographique. L'objectif, c'est de justifier que la position du site à l'échelle régionale est favorable ou en tout état de cause peu contraignante. 2 points pour nous ici qui sont importants. D'un point de vue géologique, il faut rechercher les niveaux argileux, hein, la notion de barrière passive. Et deuxième, il faut que la ressource en eau ne soit pas vulnérable, donc on doit rechercher où sont les captages AEP. Donc parlons du contexte régional brièvement. Je vous ai mis ici un extrait de la carte géologique de la France au millionième. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien où est le site, c'est les zones d'études, le petit rond bleu. En gros, nous, on est dans l'Artois. L'Artois, caractérisé par une formation géologique d'extension régionale, c'est la craie. La craie, ça fait 300-400 mètres d'épaisseur en pleine masse. Il y a 4 horizons géologiques, hein, succession. Et dans tout cela, il y en a un seul qui est potentiellement favorable, ce sont les formations du Turonien. Le Turonien, c'est un des horizons de base de la craie. Et vous connaissez peut-être le nom local, ça s'appelle les Dièves bleues. Voilà, ce sont des argiles. Et ces argiles-là ne se retrouvent que dans l'Artois. Partout ailleurs dans le bassin parisien, on retrouve de la craie et pas de l'argile. C'est lié, si vous voulez, à la position paléogéographique. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça. Et donc, vous retenez que cette formation, normalement, elle est très profonde. Mais ce qui se passe dans l'Artois, je vais vous parler maintenant brièvement du contexte structural. Ici, c'est une coupe qui passe du sud-ouest vers le nord-est, réalisée elle aussi par le BRGM. Je ne rentre pas dans les détails, mais en grosso modo, le vert, c'est la craie. Et la zone d'étude, c'est entouré en rouge. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Artois? Ici, on a une remontée des couches. Si vous voulez, les formations ne sont pas planes, mais ondulent. Et nous, ici, on est dans une remontée, on appelle ça dans notre jargon un anticlinal. Et l'avantage de cette anticlinal, c'est qu'on a une remontée locale des argiles qui, normalement, sont très profondes. Et bien, dans notre secteur, elles sont affleurantes ou très peu profondes. Hein, c'est en ce sens que c'est une zone intéressante. Quand on zoome maintenant d'un point de vue géologique, toujours une carte maintenant du BRGM à l'échelle locale, je ne rentre pas dans les détails, le site est en bleu et le vert en dessous, eh bien, ce sont les Dièves bleues qui affleurent. Hein, voilà, donc elles affleurent, c'est un point positif puisqu'elles sont à caractère imperméable. Vous voyez également sur cette carte, il y a des grands traits noirs, ce sont des failles. Hein, dans le secteur, il y a de nombreuses failles qui délimitent des blocs structuraux. Et ces failles-là ont nécessité des investigations spécifiques rigoureuses en deuxième phase, en phase de qualification géologique et hydrogéologique. Et quand on regarde maintenant les données bibliographiques sur ces failles, qui ont été intensément étudiées depuis tout temps, notamment une étude du BRGM, je vous ai mis ici les références de l'étude du BRGM qui avait été faite pour les PLU à l'échelle locale, pour les plans locaux d'urbanisme. Ils avaient démontré les failles qui étaient encore actives, des failles qui ne le sont plus. En gros, les failles non actives sont les failles en noir non surlignées et les seules failles actives sont les failles en jaune. Vous voyez le site au milieu, nous on est à côté d'une faille non active. Bien. Parlons maintenant enfin pour finir sur ces éléments-là de favorabilité à l'échelle régionale et locale, l'inventaire des captages AEP. Je vous ai mis ici une carte, là aussi qui met… donc le site est dans la zone en vert, vous voyez le violet. Les captages AEP, ce sont les zones en orange et en bleu. Et nous, en gros, la zone en vert, c'est le bassin versant hydrographique et hydrogéologique. C'est les eaux qui tombent sur cette zone-là restent dans cette zone. En gros, les eaux de surface et les eaux souterraines coulent selon du sud-ouest vers le nord-est. Et vous voyez en dehors complètement des périmètres de protection des captages AEP. Donc, tout ça pour vous dire que la ressource captée n'est pas vulnérable au site. Hein, c'était un des points capitaux potentiellement à caractère rédhibitoire. Hein. Donc, pour conclure, contexte géologique favorable, nous avons des argiles à l'affleurement, argile imperméable, et la ressource AEP n'est pas vulnérable. Je vais maintenant vous parler, dans mon dernier point, des synthèses de nos investigations géologiques que l'on a menées sur le site. Voilà. Je vous ai mis ici un extrait cartographique. Donc, vous voyez, on zoome à l'échelle du site. En noir, c'est tous les sondages historiques. Il y avait énormément de données. C'est un ancien site industriel. On les a validés. Et puis, tous les petits éléments en couleur, là, ce sont les sondages nouveaux que l'on a réalisés pour le présent dossier. Donc, on a fait plein de choses, des sondages carottés, des sondages très profonds jusqu'au socle, à plus de 100 mètres de profondeur, des piézomètres et plein d'autres choses. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le programme envisagé et les résultats obtenus ont été validés par la tierce expertise du BRGM.
Et pour vous dire, en gros, toutes ces études nous ont permis de définir et de qualifier tous les domaines techniques nécessaires pour le développement du projet, notamment le contexte géologique. On connaît la succession locale, on a bien des biefs bleus qui sont à caractère imperméable. Concernant le contexte structural, on a la présence de blocs structuraux séparés par des failles, mais qui sont argilisés. On a démontré ça sur site. En gros, ça aurait pu être potentiellement contraignant d'avoir des failles, mais en fait, grâce aux investigations que l'on a faites, on a démontré qu'elles étaient argilisées. Donc plutôt, voilà, donc elles ne sont pas contraignantes. Et enfin, je ne vous ai pas parlé du contexte hydrogéologique, mais le premier niveau de nappe sous le site et en aval est très profond, lié à la compartimentation en blocs structuraux. Et donc là, je vous ai mis un schéma de synthèse, tout ça pour vous dire que le dimensionnement de projet a été fait en fonction du contexte géologique et hydrogéologique et qu'il est conforme aux attentes et aux attendus de l'arrêté ministériel. Et ACG Environnement a donné un avis favorable sous réserve de reconstituer la barrière passive en totalité en fond et en flanc pour une question de continuité de barrière passive. Et enfin, de détourner les venues latérales en amont du site par un système de tranchées drainantes. Je n'ai pas parlé d'hydrogéologie ici, mais on a effectivement des venues d'eau à l'interface avec le socle sur le bloc le plus au sud. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation très rapide. Je vous en remercie. Merci bien, Boris. Donc, très intéressant comme présentation qui montre qu'effectivement, donc, les conditions géologiques semblent réunies sur le site d'Ersin pour pouvoir, on va dire, accueillir un tel projet. Mais comme la réglementation le prévoit, ce type de prestation que vous avez réalisé nécessite l'avis d'un hydrogéologue agréé et donc Suez a donc mandaté pour se faire le BRGM, qui est une référence en la matière. Bon, donc on a perdu le BRGM. Je pense qu'on va peut-être, sans perdre de temps, pour effectivement garder le rythme de ce webinaire, on va passer la parole à celui qu'on attend tous, en la personne de Frédéric Ondrzejewski, qui va nous faire donc le détail de la procédure d'autorisation qui est nécessaire à l'appui de ce type d'installation. Frédéric, à toi. Bonjour à tous. Donc Frédéric Ondrzejewski, je suis responsable de l'unité départementale de l'Artois au niveau d'Adréal. J'attends effectivement la présentation. Le petit contretemps. Voilà. Donc je vais vous présenter rapidement, pour mémoire, le processus d'instruction d'une autorisation environnementale unique. Donc le champ du permis environnemental, donc d'abord effectivement ça concerne les installations, ouvrages, travaux, activités, ce qu'on appelle les IOTA, soumis à autorisation au titre de la réglementation sur l'eau, mais aussi les installations classées soumises à autorisation, dont fait partie le projet effectivement Suez qui vous a été présenté aujourd'hui. Puis d'autres projets effectivement qui sont concernés par l'autorisation environnementale unique. Donc le champ de l'autorisation environnementale, donc ça concerne effectivement, donc en ce qui nous concerne, le sujet installation classée, mais le permis environnemental embarque aussi d'autres autorisations liées aux sujets environnementaux, dont notamment deux précisément liées au projet relatifs à la dérogation espèces protégées et à l'autorisation de défrichement. Donc au niveau du principe d'instruction, donc c'est un principe d'instruction en mode projet, pour lesquels effectivement les différents services de l'État sous l'autorité du préfet ou de son représentant, permettent effectivement de piloter au mieux l'instruction du dossier. Le pilote, en l'occurrence, concernant le sujet installation classée et l'Adréal, les autres services apportent effectivement leur contribution par rapport à leurs compétences techniques et puis permettent éventuellement d'apporter leur contribution sur la partie rédactionnelle des prescriptions. Donc l'instruction s'articule en fait autour de trois grandes phases et surtout d'une phase de préparation préalable qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la phase amont dans laquelle on est. Donc on a effectivement ces quatre phases qui sont schématiquement présentées, donc la phase amont, la phase d'examen du dossier, la phase d'enquête publique, la phase de décision, puis ensuite effectivement on a éventuellement une phase de recours qui n'est pas représentée mais qui est présentée dans mon diaporama. Donc au niveau du schéma d'instruction générale en quatre phases, donc vous avez effectivement donc la phase amont. Donc quand on aura un dossier déposé, une phase d'examen, une phase d'enquête publique, puis effectivement une phase de décision et ensuite une phase de recours. Donc je reviens en arrière, simplement pour faire un petit zoom sur la phase amont dans laquelle on est aujourd'hui. Donc nous, au niveau de l'inspection d'installation classée, on a été approché effectivement par Suez pour un premier contact. Alors ça devait être en mars 2021.
où effectivement Suez nous a précisé travailler sur un projet d'implantation sur son site existant de stockage de déchets non dangereux d'une cellule de déchets dangereux. Donc depuis effectivement ce printemps 2021, donc comme vous avez dit tout à l'heure Madame la sous-préfète, donc une commission de suivi de site du 3 juin 2021 a permis effectivement un premier échange avec effectivement les différentes parties. Et puis aujourd'hui, on se retrouve effectivement autour du S3PI, compte tenu de la particularité du sujet, de sa spécificité, de sa sensibilité, pour pouvoir effectivement surtout échanger. Donc je ne serai pas long dans ma présentation parce que l'intérêt effectivement, c'est les échanges et la réponse aux questions. Alors l'intérêt de cette phase amont, au niveau d'un projet comme celui-là, c'est de ne pas oublier des éléments essentiels en termes d'enjeux. Donc effectivement, on a eu plusieurs échanges avec le porteur de projet et d'autres services de l'État pour effectivement ne pas oublier différents enjeux principaux. Donc ceux qui ont été mis en avant sont les autorisations embarquées. Donc je vous ai parlé effectivement de la partie faune-flore, donc qui nécessite effectivement pas mal d'investigations complémentaires, d'éventuelles mesures de compensation, mais surtout d'abord l'application de la démarche ERC, donc éviter, réduire, compenser, en lien avec le service instructeur qui est la DDTM. Donc, on a une autre autorisation embarquée que sera effectivement la partie défrichement sur lesquels effectivement Suez travaille. Mais on a aussi d'autres sujets qui effectivement ont été mis en avant, comme l'urbanisme. Donc, le projet, a priori, est compatible avec le PLU. Donc, c'est un élément quand même essentiel et préalable. Le sujet mine, donc effectivement, on a des systèmes de failles, on est dans le bassin minier, donc il fallait effectivement examiner ce sujet en lien avec le caractère hydrogéologique du secteur. La présentation vous a été faite, je ne vais pas y revenir. Mais on a aussi les sujets d'inondation, donc avec un PPRI qui effectivement est à proximité, donc il fallait vérifier sa compatibilité. Et puis effectivement avec l'ensemble des autres plans et programmes, dont effectivement notamment la partie plan déchets qui vous a été présentée tout à l'heure par Laurent. Puis bien évidemment, dans le cadre de cette phase amont, on examine la conformité du projet à toutes les obligations réglementaires au titre notamment des installations classées, mais éventuellement des autres sujets en lien effectivement avec les sujets environnementaux. Puis viendra effectivement après cette phase amont qui n'est aujourd'hui pas achevée, elle est toujours en cours. Je dirais la phase d'instruction qui débutera avec le dépôt de dossier qui est prévu courant 2022, alors premier trimestre 2022, peut-être un peu après, on verra. Mais là, effectivement, dès qu'on aura ce dossier qui sera déposé effectivement sur la plateforme préfectorale, il sera lancé dans l'instruction avec deux éléments importants qui seront émis. Donc, les avis des services qui seront consultés tout au début du dépôt de dossier et l'avis effectivement complémentaire de l'autorité environnementale qui sera joint au dossier soumis dans la phase 3 à l'enquête publique avec la réponse effectivement de Suez sur le sujet. Donc, viendra effectivement après cette phase d'examen, quand le dossier sera réputé conforme et complet en termes de forme et de fond, le sujet sera mis en enquête publique pour un délai effectivement annoncé à 3 mois. Puis effectivement, on aura une phase de décision qui permettra effectivement au préfet d'apporter une réponse à la demande, soit favorable, soit défavorable, par rapport à l'ensemble effectivement des éléments qui ont été examinés. Puis bien évidemment, il y a cette phase en rose relative à la phase des recours. Voilà, donc je zoome sur la phase amont, je ne vais pas y revenir, c'est dans ma présentation, mais je crois que j'ai déjà été suffisamment effectivement long dans ma présentation. Je vais quand même revenir sur la phase amont. L'intérêt, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de pouvoir améliorer la qualité des projets. Alors certes aussi la qualité des dossiers, mais surtout la qualité des projets. Et c'est l'objet effectivement de cette écoute et de cet échange d'aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci Frédéric pour cette présentation très claire et dans les temps impartis. C'est qui est un record. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous propose par conséquent de passer au temps d'échange. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui pourraient éventuellement lever la main pour prendre la parole, mais déjà, ce que je voulais signaler, c'est que nous avons eu un grand nombre de questions. Moi, j'en ai recensé quasiment une petite trentaine, ce qui est très bien. Ça veut dire que les gens s'interrogent, s'intéressent au sujet. Alors, parmi ces questions, j'ai une question qui me paraît intéressante, en attendant que peut-être quelques personnes lèvent la main. Il y a une question qu'on pourrait poser à M. Grux, qui est de dire pourquoi donc un site ISZD en Hauts-de-France et plus particulièrement à Hersin. Pourquoi Hersin? Qu'est-ce qui a conduit ce choix pour Suez? Alors, avant déjà de choisir
venir sur le choix d'Ersin. D'abord, il y a eu une analyse stratégique qui a été faite, puisqu'on participe à l'ensemble des plans régionaux au niveau national. On a vu qu'il y avait un besoin dans la région Hauts-de-France. Je rappelle que nous sommes leaders en la matière et que nous sommes toujours à la pointe en termes de développement technologique. Donc, on a regardé quels étaient les besoins dans chaque région. Donc voilà, on a vu qu'il y avait un besoin dans la région de France et qui allait devenir prégnant dans quelques années avec la fermeture programmée de 2 installations dans d'autres régions. Et donc après, nous avons zoomé sur la géologie. Hein, donc clairement, c'est quand même un des critères les plus importants, puisque si le sol ne le permet pas, il ne peut pas y avoir d'implantation. Il se trouvait que nous étions propriétaires d'un terrain sur le banc de la commune d'Ersin. Donc nous avons mené les investigations. J'ai vu qu'il y avait une question sur le nombre de sondages. Il n'y en a pas eu un, il y en a eu près d'une centaine. C'est une des questions qui a été posée. Donc voilà comment nous avons choisi l'emplacement. Et l'analyse stratégique, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 300 000 tonnes de déchets traités, à traiter actuellement, qui sont traités en dehors de la région, une volonté de réduire la part des déchets fermentescibles en stockage très forte dans la région, puisque c'est 400 000 tonnes de moins à traiter à l'horizon 2030. Donc il va falloir soit les recycler de façon matière, ou alors de façon énergétique, donc avec du CSR. Et le CSR, comme les usines d'incinération d'ordures ménagères, génère des rhophiums qu'il faut traiter. Et donc 400 000 tonnes fois 5%, puisque c'est à peu près le tonnage que l'on a à traiter en déchets dangereux, une fois ces déchets incinérés ou valorisés énergétiquement, ça fait 30 000 tonnes de plus à gérer en plus dans la région. Donc au moins 300 plus 30 000. Donc nous, on propose un projet à maximum 100 000 tonnes par an. Ça ne répond pas totalement aux besoins de la région, mais ça permettra au moins localement d'avoir une implantation de proximité pour pouvoir permettre la pérennité du traitement, notamment des UVE et des projets structurants pour la région et des industries. Donc, merci bien. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, la transition écologique qu'on est en train de vivre, et notamment l'utilisation des combustibles solides de récupération, mais aussi la biomasse, mais également les centres de valorisation énergétique, sont de nature, on va dire, à générer des déchets ultimes qui aujourd'hui n'ont pas de solution de recyclabilité. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que je dois comprendre. Et justement, il y a une question qui parle justement de l'opportunité, vraiment de l'enfouissement de ce type de déchets. N'y a-t-il pas d'autres solutions qui pourraient être mises en œuvre ou qui pourraient être étudiées de manière alternative? Nous ne faisons pas que du stockage. Hein. Nous avons aussi une unité de valorisation de rhophium dans l'est de la France, hein, avec Solvay, où nous retraitons une partie des rhophiums. Tous ne sont pas qualifiables à ce retraitement. Donc, il y a une valorisation, on extrait les sels. Par contre, tous les gâteaux de filtration et de traitement de cette installation sont eux-mêmes stockés après derrière en installation de stockage de déchets dangereux. Actuellement, il n'existe pas d'autres techniques. Soit l'extraction du sel et après un stockage des résidus. Le sel est réinjecté dans les veines de sel dans les mines, ou alors pour certains de nos confrères, le rejettent en mer. Et sinon, actuellement, dans l'état actuel des connaissances techniques, il n'y a pas d'autre solution que le stockage. Merci bien. Donc, il y avait aussi un jeu de questions, peut-être avant de rentrer dans les questions techniques. Il y avait un jeu de questions qui est intéressant, qui d'ailleurs a fait l'objet de quelques articles dans les journaux, on va dire, au cours des semaines précédentes, ce webinaire. Il y a notamment une confusion des gens entre ce qui se passe, on va dire, du côté de votre projet, qui est un projet, on va dire, d'installation de stockage de déchets dangereux, et d'une autre intention qui est aujourd'hui portée par la société Scory, notamment en matière de dérogation possible, on va dire, au plan réglementaire. Alors, j'aurais aimé peut-être donner la parole au représentant de Scory, M. Laurent Chaumier, pour qu'il explique un peu qu'est-ce que veut porter Scory à travers cette demande de dérogation. Donc, Laurent Chaumier, je suis directeur des activités Scory France. Le site de Scory produit depuis plus de 30 ans des combustibles de substitution à partir de déchets. Ces combustibles sont ensuite valorisés en cimenterie, qui sont utilisés en remplacement des combustibles traditionnels, comme par exemple les charbons ou les fioul. Concernant le sujet de la dérogation des émissions de CO2 sur Scory-Ersin, il n'y a pas de lien entre ce sujet demande de dérogation et le sujet objet de la réunion de ce jour. Actuellement, les rejets atmosphériques du site
d'Ersin sont conformes à la réglementation. Mais le site est concerné par une évolution de la réglementation qui demande à limiter à partir de août 2022 des rejets de COV à 30 mg par mètre cube. Et cette nouvelle réglementation permet également de demander des dérogations. Donc cette demande de dérogation est encadrée par la réglementation. Elle doit répondre à un cahier des charges et par la suite, elle sera instruite par les autorités compétentes. Par ailleurs, le site de SCORI Ersin a fait appel à un bureau d'études indépendant pour évaluer l'impact des rejets sur la population et sur l'environnement. Les conclusions de cette étude sont qu'il n'y a pas de risque pour la population ni pour l'environnement. Donc, l'application de cette nouvelle réglementation aura un impact limité sur la qualité de l'air. Par contre, elle aura un impact majeur au niveau du site, pouvant aller jusqu'à mettre en péril la pérennité de ce site. Donc, c'est dans ce cadre-là que SCORI Ersin a fait une demande de dérogation et en aucun cas pour obtenir une augmentation de ces rejets. Merci. D'accord. Donc, ce que j'ai noté, c'est que vous avez demandé, mais qu'effectivement, il y avait un dossier d'instruction qui était en cours et que c'est au cours d'un processus, d'ailleurs relativement long, que l'État, l'administration statuera. En fait, c'est ce que Oui, je tout à tenais à fait. dire là-dessus. Mais je voulais vraiment bien montrer qu'il y a bien une séparation des genres entre SCORI qui traite un certain nombre de déchets spécifiques et qui n'a pas forcément d'ailleurs un rayon d'achalandise identique à l'ISDD, à l'installation de stockage de déchets non dangereux d'Ersin, que c'est deux installations différentes et que vous vivez en quelque sorte votre vie administrative avec notamment la mise au goût du jour des normes environnementales qui s'opposent à vous en termes notamment de meilleures technologies disponibles. Et que donc, vous utilisez les dispositions réglementaires qui vous sont offertes pour éventuellement peut-être obtenir une dérogation spécifique en apportant un certain nombre de preuves à l'appui en termes d'études que c'est envisageable. Et le processus réglementaire sera conduit jusqu'au bout et vous aurez une réponse dans quelques mois sur la possibilité ou non de pouvoir bénéficier de cette dérogation. Voilà. Et donc, c'est important de bien faire le distinguo des choses. Ensuite, s'agissant, et pour revenir au projet donc, porté par Suez Minerals, il y avait des questions concernant notamment des éléments de stratégie. Bon, vous les avez un peu évoqués, M. Grux, notamment en termes d'opportunités pour la région d'accueillir une telle installation. Vous avez bien dit qu'effectivement, devant les flux de déchets potentiels à venir, la saturation des installations à l'extérieur de la région, il y a un risque en quelque sorte qu'on étrangle un peu notre industrie, mais pas que notre industrie, également nos centres de valorisation énergétique, et donc il y a une opportunité. Vous pouvez me confirmer que j'ai bien compris? Je vous confirme que vous avez bien compris. Donc 300 000 tonnes, c'est le Stradet, donc c'est les chiffres du Stradet qui sont traités à l'extérieur, pour partie dans 2 installations de stockage de déchets dangereux dans la région Grand Est, dont un site va fermer en janvier 2027. C'est traité dans 2 sites de la région Île-de-France, dont un est en enquête publique, sera en enquête publique en 2023, donc avec une possibilité éventuelle de fermeture. Et c'est traité en Normandie, puis en Allemagne. Donc, il y a un vrai risque d'absence de continuité de la solidarité interrégionale, sachant que lors des renouvellements des plans régionaux, ce sujet a déjà été abordé, notamment en Île-de-France, qui voulait arrêter la solidarité avec les Hauts-de-France. Donc, je vous confirme. Merci de cette confirmation. Alors, ça m'amène à ma deuxième question. C'est-à-dire, puisque finalement, on s'aperçoit qu'il y a un problème, on va dire, à la fois dans cette région, mais également dans les autres régions qui pourraient arriver à terme. Est-ce que le fait d'ouvrir une décharge ou un stockage de déchets dangereux chez nous risque pas de voir un afflux provenant d'autres régions en termes d'origine géographique? Alors, comment vous allez gérer cette question, puisqu'apparemment, même cette installation de stockage, en termes de capacité, ne devrait pas permettre, en quelque sorte, d'accueillir la totalité, on va dire, des produits ou des déchets issus de cette région. Comment vous gérez cette inadéquation entre, on va dire, l'offre et la demande? Alors déjà, si on est autorisé à exploiter ce site, on le gérera dans le cadre du plan régional, même la disposition, qui prévoit donc prioritairement le traitement de ces déchets, des déchets de la région, c'est en tout cas le cas de toutes les régions qui sont dotées d'ISDD et qui ont une solidarité avec les régions limitrophes. C'est ce qu'on retrouve dans quasiment tous les sites existants en France. Certains ont une capacité nationale, mais sont très limités.
Sachant que je vous ai donné les chiffres, 300 000 tonnes, un projet à 100 000, donc de toute façon, prioritairement, ce sont des déchets locaux qui sont traités sur le site. D'accord, merci. Donc, mais ça, visiblement, ça ne réglera qu'un tiers du problème, on va dire, et il y aura d'autres problèmes, on va dire, en France qui surviendront dans les prochaines années, si je comprends bien. Et ça serait intéressant peut-être d'avoir des éléments de stratégie, puisque on l'a vu notamment avec Track Déchets, on va avoir des statistiques presque, je dirais, j'ai dire au jour le jour, puisque l'information numérique nous permet de voir où vont nos déchets dangereux. Donc, on pourrait effectivement confirmer qu'il y a bien une problématique déchets dangereux ou déchets ultimes en France. Est-ce que Alors, effectivement, Track Déchets va le permettre, puisque ça permettra en temps réel à l'administration d'interroger les apports sur les sites, les tonnages, la provenance, la qualité des déchets. Mais d'ores et déjà, au niveau national, nous qui gérons donc un peu plus de la moitié du parc des installations, cette année, nous avons fait l'objet de demandes de dérogation dans toutes les régions pour pouvoir prendre plus de tonnes que nos appels nous permettaient, pour pouvoir justement ne pas bloquer l'économie, ni les installations de réalisation énergétique, puisqu'avec la reprise économique, la totalité des installations sont aujourd'hui saturées. Merci bien, François Ducoux. Donc, maintenant, peut-être d'abord, je laisserai bien sûr la parole aux autres, hein, mais je ne veux pas mobiliser la parole. Apparemment, personne ne lève sa main. Jérôme, si tu vois quelqu'un lever sa main, ça me ferait plaisir de pouvoir avoir quelqu'un qui s'exprime, qui parle, qui prenne le micro. Voilà, ça serait très gentil de votre part. Il y a encore un certain nombre de questions peut-être plus techniques là, que j'ai relevées, on va dire, rapidement. Des questions inhérentes à l'amiante, notamment. Vous allez donc autoriser donc un type d'amiante sur votre site. Comment c'est traité? Comment on peut s'assurer qu'il n'y a pas de problématique, on va dire, de réenvol, on va dire, de poussière, de particules d'amiante? Comment tout ça est traité? Et voilà, c'est une question c'est un sujet qui semble finalement inquiétant. Alors, l'objet dans la demande, hein, donc je vous ai décrit le type de déchets pouvant entrer sur ce type d'installation. Donc, il y a l'amiante liée et l'amiante libre, qui sont conditionnés. Donc, l'amiante liée est conditionnée sur palette avec un filmage. Donc, voilà, qui peuvent aussi être traités en installation de stockage de déchets non dangereux. Spécificité spécifique aux installations de stockage de déchets dangereux, nous pouvons recevoir de l'amiante libre qui est conditionnée dans des bin bags. Alors, par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, il y a deux types de déchets pour lesquels on ne voit jamais les conditionnements, qui sont l'amiante. Il était marqué qu'on vérifiait chaque chargement. Les seuls emballages que l'on n'ouvre jamais, puisqu'ils font l'objet de scellés, c'est l'amiante et le plomb. Donc les emballages ils sont réceptionnés sous cette forme-là. Chaque bin bag est tracé. Donc on connaît le producteur, le désamianteur, positionné, et ces déchets sont recouverts. Donc dans les bin bags sont recouverts tous les jours. Donc il ne peut pas y avoir d'envol, puisque le seul risque avec ce genre de produit, c'est l'éolien. Très bien, très bien. Écoutez, j'ai une question peut-être aussi qui a été posée, qui est d'ailleurs très intéressante, parce que j'avoue que elle mérite qu'on s'y arrête, et ça concerne la géologie. Bien sûr, on parle tous de changement climatique, hein, on parle bien de l'impact du réchauffement de notre planète, et certaines se posent la question de savoir si les études géologiques et hydrogéologiques peuvent être altérées par finalement ces modifications du climat. Oui, alors j'ai répondu donc en direct à cette question. Normalement, elle a dû être parue. Non, ce n'est pas des choses que l'on étudie spécifiquement dans une étude de qualification. Néanmoins, si on parle d'altération, s'il y a un réchauffement climatique, ça ira plutôt dans le sens de l'altération des horizons. Et une altération géologique, eh bien, en gros, la craie va se transformer en argile à long terme. Donc, si on voulait raisonner à échelle géologique, si vous voulez, mais là, je prends le pendant, on aurait plutôt vers une argilisation globale des choses. Ça, c'est la réponse sur le caillou, si vous voulez. Maintenant, concernant les eaux, c'est des notions là qui sont très abstraites. En tout cas, le réchauffement climatique ici, ça n'impacterait en rien, si vous voulez, le remontée des nappes et autres. Le projet, on est au sein d'argile complètement imperméable. Il faudrait plutôt gérer les eaux par le dessus, effectivement, s'il pleuvait beaucoup, plus à court terme. Et ça, c'est déjà pris en compte dans les études de dimensionnement de projet. On met une couverture étanche sur une installation de stockage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est tout ce que je peux vous apporter à court terme comme réponse.
Écoutez, merci pour cet éclairement, hein, Boris, c'est intéressant. Il y a un Boris qui parle, un Boris qui nous est, bon, il y en a un sur deux, mais la réponse était intéressante. Justement, vous parliez des problématiques finalement météoriques, et notamment, il y a une question, il y a des gens qui s'interrogent, qui s'interrogent sur la provenance des lexivia et où vont-ils. Alors, quelqu'un pourrait-il éventuellement, en quelques mots, indiquer comment sont générés les lexivia sur ce type d'installation et comment sont-ils renvoyés au milieu naturel? Alors déjà, qu'est-ce qu'un lexivia? Parce qu'on peut commencer par ça. Donc, c'est l'eau qui va rentrer en contact avec le déchet. Voilà. Dans ce type d'installation, comme dans les installations de stockage de déchets non dangereux, donc elles sont collectées via la barrière. Plus par là? D'accord. Donc, oui, alors, comment sont produits les lexivia? Le lexivia, c'est de l'eau qui rentre en contact avec le déchet et donc qui est donc à la base souillée. Donc, il doit faire l'objet d'un traitement. Alors, comment sont-elles gérées sur ce type d'installation? D'ailleurs, c'est la même chose sur les installations de stockage de déchets non dangereux. Elles sont collectées via la barrière active. Et donc, il y a un drainage en fond de site et un système de pompage. Voilà, donc ce ne sont pas des jus qui arrivent de l'extérieur, hein, puisque dans la liste des déchets que j'ai décrit tout à l'heure sur le projet, les déchets liquides sont interdits. Donc, c'est uniquement les eaux météorites qui tombent pendant la durée d'exploitation du casier avant son recouvrement. Donc, une fois que ces eaux collectées sont stockées dans des bassins, particularité des installations de stockage de déchets dangereux, elles sont utilisées dans le process pour éviter de consommer de l'eau propre, dans le process de stabilisation des déchets. Donc, on les pompe, on les réutilise, donc elles rentrent dans la composition du coulis qui est fait entre le déchet, le ciment, et donc on utilise les fluides liquides, donc pollués, pour faire ce liant. S'il y a des excédents, il peut y en avoir dans certains sites, c'est traité dans des installations spécialisées, extérieures au site. Donc, c'est zéro rejet à l'extérieur, si je comprends bien. Alors, d'abord, ça ne peut pas être rejeté. Il n'y a pas de rejet, on n'a pas d'installation de traitement de lexivia sur le site en tant que tel. On les consomme pour la production de coulis pour la stabilisation des déchets, et s'il y a un excédent, ils sont traités à l'extérieur. Parfait. Donc, pas rejetés. D'accord, parfait. Donc, bon, voilà ce que j'ai noté comme question. Il y en a certainement un grand nombre d'autres questions. Je vois qu'il y en a encore 24 ou 25 questions qui existent. Alors, j'aurais bien aimé comme avoir quelqu'un qui lève sa main, là, qu'on puisse le voir s'exprimer devant nous. Ça nous aurait fait plaisir pour montrer qu'on est bien dans quelque chose d'interactif. C'est le but de ce type de webinaire. Alors, j'avais quand même encore une question qui est plus liée, on va dire, au contexte un peu, au climat un peu compliqué, on va dire, en matière notamment industrielle et au stress que ça conduit, notamment avec le projet Eurovia, qui semble effectivement faire parler énormément de lui. Il y a SCORI avec cette dérogation qui est en cours finalement d'instruction. Est-ce que globalement vous comprenez ou comment vous allez globalement rassurer ou apporter le plus d'éclairage possible à ces inquiétudes fort légitimes des citoyens de ce secteur, on va dire, concernés par votre projet? Alors déjà, il ne faut pas faire d'amalgame, hein, parce que ce sont 3 projets totalement différents. Déjà, le nôtre, il n'y a pas de rejet gazeux. Si j'ai bien compris, c'est la problématique pour ces 2 projets, ce sont des problèmes de rejet gazeux. Hein, donc, il n'y a pas de rejet gazeux sur ce type d'installation, ni d'odeur d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée sur le sujet. Nous, on s'inscrit dans une démarche d'information préalable, puisqu'on est là devant vous aujourd'hui pour présenter le projet avant de l'avoir déposé. Donc, on s'inscrit dans une transparence maximale. Voilà. Je comprends l'appréhension des collectivités ou des habitants, hein, puisque dans le mot dangereux, ça inquiète tout le monde. Alors qu'en fait, justement, les installations de traitement de déchets dangereux sont faites pour éviter que les déchets dangereux soient disséminés dans la nature et soient concentrés à un endroit et traités en toute sécurité. Donc voilà, donc nous, on s'inscrit effectivement dans une dynamique de pérennité industrielle et collectivité pour la région, pour les moyens de traitement, et le plus en amont possible pour l'information. Merci pour ces réponses. Donc, bon, je note également que vous êtes dans un système de transparence totale d'information et qu'il y aura progressivement, on va dire, des échanges dans la phase amont du dépôt de dossier. Et d'ailleurs, je viens de dire, le S3PI pourra éventuellement, si nécessaire, organiser un nouveau webinaire ou un autre type de réunion pour
pour réévoquer votre projet. Je ne sais pas, peut-être une autre, peut-être une remarque, une question de la part peut-être de toi, Frédéric, ou voilà, où on passe à la conclusion. Qu'est-ce que voilà, moi j'aurais peut-être une petite question complète. Ah, Monsieur Descamps, un élu, ça fait plaisir. Écoutez, si vous pouviez activer votre micro et votre caméra, ça serait très gentil de votre part, et pour qu'on puisse vous entendre et pour que vous puissiez poser votre question. Non, j'arrive. Ah, Monsieur Descamps, on vous entend? Vous m'entendez? Oui, très bien, parfait. Une voix cristalline. Là, j'essaie de mettre la vidéo. Il fallait savoir qu'on doit être invité à la fois pour pouvoir parler et être vu. Si vous voulez être vu, on vous voit, Monsieur Descamps. Ouais, alors moi, je ne vois plus rien, j'ai plus rien à l'écran, donc je vous dis bonjour. Je ne suis pas seul dans cette salle. Il y a Monsieur le maire à mes côtés. On a aussi des riverains et d'autres personnes dans cette salle. J'entends pas d'amalgame. Je le conçois. Ne nous faites pas dire non plus ce que nous n'avons jamais écrit. R5 Coupigny se trouve au cœur de 3 implantations industrielles. Eurovia, la nouvelle, qui est tombée cette année, depuis février l'année dernière. Scory, qui fait une demande de dérogation. Ça n'est pas la première. Et aujourd'hui, donc, cette nouvelle activité que Suez souhaite développer sur son site, on rappelle bien, son site sur des terres hercynoises, pour une question d'optimisation, puisque précédemment, il y avait eu aussi un projet de TVME qui n'a jamais vu le jour. Mais pour nous, le dénominateur commun, c'est bien R5 Coupigny, puisque pour nous, l'amalgame, c'est que quand vous faites des périmètres à 3-4 km, on est dans toutes les courbes. Et dans toutes ces études, ce que j'avais mis par question écrite, parce que je ne souhaitais pas prendre la parole, dans toutes vos études, dans toutes ces normes, on parle effectivement, en rigolant, je vais être un peu ironique, de crapauds, d'espèces de fleurs, de faune. Et je pense qu'on oublie encore une fois l'espèce la plus importante, ce que j'avais dit lors de la CSS, c'est l'humain. Où est l'acceptation sociale dans vos dossiers? Où elle se situe, en sachant que vous avez l'habitation vraiment dans le périmètre de vos sites? Alors, je ne parlerai pas de l'usine de bitume, puisque là, on a moins de 60 mètres. On arrive à des aberrations, et autant je peux concevoir le développement économique, autant je ne peux concevoir en tant qu'élu représentant de la population que nous soyons totalement ignorés. Donc, j'ai bien conscience que nous sommes dans la période c'est de l'avant-projet, donc encore une fois, je n'ai rien contre les humains, et j'ai toujours une pensée pour Sylvain Coupin, avec qui on s'entend très bien. Mais tout ça pour vous dire que là, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant, et je pense qu'en termes d'acceptation, nous sommes allés bien trop loin. Et je pense aux habitants. En l'occurrence, j'ai vraiment pas de chance. J'habite à moins de 200 mètres du site, et j'aimerais bien d'ailleurs savoir comment est calculé votre point, cette zone des 200 mètres. J'aimerais bien avoir la distance, parce que j'irai la mesurer personnellement. Et je pense aussi à Barlin, à Frénicourt, il y a quelques maisons juste à côté. Et on ne peut pas tout sacrifier sur l'autel des schémas régionaux, de la production. Alors, j'ai entendu tout à l'heure un mot qui m'a fait rire, c'est décarbonation. Donc, c'est vrai qu'Ersin, on est certainement une des communes les plus contributrices au niveau de la France en termes de décarbonation, puisqu'on accueille des déchets de partout et on satisfait toutes les collectivités des Hauts-de-France. Donc, ce qu'on attend, c'est la considération. Donc, effectivement, il y aura enquête publique et tout ce qui devra aller dans la procédure. Et en espérant que ce contexte sanitaire puisse se maintenir, je vous inviterai, enfin, monsieur le maire, qui vient de me quitter, puisque bizarrement, on vient de l'appeler, je vous inviterai à non pas faire un webinar, mais à venir à Ersin. Et toute personne ici, service de l'État, industriel confondu, vous retrouvez face à la population. Parce que nous, voilà, quand on parle de merlon protecteur, quand on parle de zone tampon, quand on parle de tout ça, pour nous, l'habitant, il est caché derrière ce merlon, mais on l'a tous les jours en face de nous. Et encore, en l'occurrence, face à moi, j'en ai encore 2 qui ne sont pas forcément ravis. Donc, voilà, j'en arrêterai là mon propos. C'était toujours clair et synthétique, mais ça, c'est habituel. Et
comme Madame la sous-préfète avait dit au moment d'une vidéo, d'un webinaire sur l'usine de batterie, ne cédons pas à l'imaginaire collectif. Néanmoins, nous, cet imaginaire, nous y sommes confrontés tous les jours. Et moi, en tant qu'habitant du hameau de Bracancourt, j'y vis. Et on s'est vu il n'y a pas longtemps, puisqu'on a été visité. Je vous ai montré une photo de ma voiture remplie de poussière. Et ça, c'est en une journée. Demain, qui me garantit que les poussières de déchets dangereux ne viendront pas par chez nous? On parle de déboisement. J'habite derrière un rideau d'arbres qui me protège de ces industriels. On parle de déboisement, monsieur. 2 hectares. Donc voilà, c'est encore une fois, vous avez parlé de stress. Non, c'est plus que ça, c'est d'anxiété. Et quand j'ai entendu à une certaine époque par les techniciens de l'industriel, mais c'est il y a très longtemps, aujourd'hui on est quand même de bons rapports, qu'il ne fallait pas que j'achète à cet endroit-là, fallait-il qu'encore à l'époque, les normes puissent nous dire qu'on achetait un bien, qu'il ne fallait pas s'installer à proximité de site. Donc voilà, écoutez, vous en avez bien entendu que pour nous, c'est encore une question très préoccupante. La première qui sera réglée prochainement, ça sera cette dérogation de scorie, qui est tombée aussi comme un cheveu sur la soupe. Donc après l'usine d'Enrobé, se retrouve avec la dérogation de scorie. Avant ce projet-là, c'était quand même un joli parcours du combattant. Et donc, on se retrouvera bientôt, j'espère, et puis pour poursuivre les discussions, parce qu'encore une fois, on est toujours ouvert à la discussion à partir du moment où nous pouvons être rassurés. Je vous remercie. Oui, bonjour Monsieur Descamps, Madame la sous-préfète. Je voulais juste réagir à vos propos à l'instant. Je peux comprendre l'émotion qui est la vôtre. Vous avez toujours été très clair dans vos propos et dans vos réactions. Et ça, je pense que ces rendez-vous que nous avons par webinaire interposé sont au moins l'expression d'une forme d'échange qui est absolument nécessaire sur des sujets dits sensibles. Et donc, les porteurs de projets ont voulu aujourd'hui apporter un certain nombre d'éléments aux questions qui se posent, aux interrogations. Les services de l'État, je l'ai rappelé dans mon propos, sont là pour faire respecter la réglementation, la contrôler, évaluer les réponses qui sont données par le maître d'ouvrage. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, la demande n'est pas déposée, ce qui fait qu'il ne faut pas être sur, j'allais dire, des éléments tangibles, puisqu'il n'y a pas le début d'une réalisation. Donc, si vous êtes exposé à des poussières, il faut le dire, et lors de nos CSS, nos réunions qui se tiennent donc au moins une fois par an, il faut pouvoir apporter ce type d'informations. Nous, on les accueille aujourd'hui. Bon, donc, ce sont des informations qui méritent d'être débattues, regardées. Donc ça, vous avez la garantie qu'il y aura des échanges là-dessus. L'ARS, c'est un des services de l'État qui intervient pour justement donner son point de vue sur d'éventuels impacts sur la santé humaine. Donc, quand vous dites où est l'humain, l'humain est au cœur de nos préoccupations et je ne suis pas sûre qu'on vous ait dit le contraire jusque-là. Je n'ai pas le souvenir d'avoir utilisé l'expression que vous avez dite tout à l'heure en me prêtant les propos suivants: ne cédons pas à l'imaginaire collectif. Je ne sais pas ce que ça recouvre, parce que nous sommes là pour parler de dossiers, de choses réelles. Donc, au contraire, on voudrait poursuivre, les services de l'État créent les conditions d'un dialogue, et il faut que ce dialogue ait lieu. Et je crois que nous avons eu aujourd'hui une présentation, il y en aura d'autres, et il y aura d'autres événements qui seront organisés parce que c'est nécessaire, parce que c'est absolument utile. Et nous invitons donc le porteur de projet à continuer ces échanges avec le grand public, à apporter des réponses, parce qu'il faut dédramatiser les choses, mais il faut aussi
être suffisamment pédagogique pour expliquer le processus de traitement, la catégorie de déchets concernés, ça a été dit, et je crois qu'il faut continuer à échanger là-dessus. Et avec tout le monde. Monsieur le maire est à vos côtés, donc je sais qu'il y a une réunion qui est prévue début décembre avec des représentants de la population, parce que je ne pense pas qu'on puisse recevoir toute la population de Saint-Coupigny dans une seule salle. Donc, il faudra qu'on trouve les moyens de se réunir avec le plus grand nombre de personnes, mais je crois qu'il y a des rendez-vous qui sont prévus et donc il reste à les organiser parce que ces échanges sont absolument indispensables de notre point de vue. Voilà, donc je souhaite vous rassurer sur cette méthode de travail et ces échanges qui vont se poursuivre. Merci. Très bien, merci Madame la sous-préfète. Donc, je propose qu'on arrête là pour aujourd'hui ce temps d'échange. Il y a encore un grand nombre de questions. Ce que je propose également, c'est que l'on reprenne l'ensemble de ces questions pour qu'on puisse y répondre et que Suez notamment puisse nous communiquer son point de vue afin que nous puissions publier sur notre site internet, en même temps à l'appui du dossier de cette séance, l'ensemble des réponses à ces questions. Voilà, donc ce que je vous propose à présent, c'est peut-être arriver à la conclusion de nos échanges avec peut-être un mot de fin de la part de M. Grux, puis ensuite de Mme la sous-préfète. Allez-y, François. Alors, moi, j'ai essayé d'être le plus transparent possible. J'ai bien entendu ce que disait M. Descamps et le porte-parole des maires sinois et M. le maire. Nous avons pris rendez-vous avec eux pour leur présenter notre projet. Comme on dit dans la présentation, comme j'ai présenté tout à l'heure, nous sommes prêts à aller à des réunions d'information pour le public, ce en amont déjà de la période d'enquête publique, puisque le commissaire enquêteur lui-même peut générer ce genre d'événement, parce que c'est en général ce qui arrive dans ce genre de procédure, où le commissaire enquêteur demande à ce qu'il y ait une information totale de la population avec une salle réservée pour répondre aux questions et réponses pendant la période de l'enquête. Mais nous sommes prêts déjà à le faire en amont. Voilà. Moi, je suis convaincu de l'utilité pour la région de ce projet. Merci bien, M. Grux. Donc, Madame la sous-préfète, un petit mot de conclusion. Oui, une petite conclusion aujourd'hui, juste pour remercier les personnes qui ont participé à ce webinaire pour les questions qu'ils ont posées, puisqu'il y a une trentaine de questions, ce qui montre la vivacité des débats et des échanges. C'est un sujet qui appelle des explications. Merci aux porteurs de projet pour des explications données. Et il faudra continuer ce dialogue, continuer cette concertation. Et je pense que le porteur de projet prend l'engagement et nous, services de l'État, nous sommes bien sûr mobilisés pour faire que les engagements qui sont pris soient respectés en termes de réponses à apporter et surtout de suivi sur ce dossier. Les services de la DREAL l'ont dit, lorsqu'un dossier de ce type est déposé, l'intérêt, c'est que le dossier puisse évoluer également dans sa conception et dans sa réalisation au regard des échanges, des réactions. Et nous sommes là pour garantir ce respect de la réglementation, et notamment au niveau environnemental. Voilà, je vous dis à très vite, puisqu'il y a d'autres rendez-vous qui auront lieu. Et merci encore de cette participation. Merci bien. Donc, il me reste moi aussi à dire le mot de la fin. Donc, merci à tous les participants. En ce qui nous concerne, nous, les 3 pays, on est dans notre rôle d'information et de concertation. Peut-être quelques éléments d'actualité. Et là, je fais un petit clin d'œil à Madame la sous-préfète, parce que ça me paraît important de le faire. C'est une actualité qui touche le territoire de l'Artois.
Il s'agit d'un projet de Gigafactory, le deuxième de la région, qui s'implante à Douai et pour lesquels une concertation a lieu du 8 novembre au 10 janvier 2022. C'est un projet sur le territoire de Douai, à côté de l'usine Georges Besse de Renault à Douai. Un projet important pour la région qui va générer donc des batteries pour quasiment à l'horizon 2030 de l'ordre de 30 gigawattheures de batterie. Donc la concertation a lieu. Donc il y a un certain nombre de réunions publiques qui ont lieu le 30 novembre à 18 h à Brevière, le 8 décembre également à Brevière et le mardi 14 décembre à Le Forêt. Donc trois moments forts de cette concertation qui ont lieu sur le territoire de l'Artois. Nous mettons un certain nombre d'informations sur notre site internet et vous avez aussi la possibilité d'aller voir le site de concertation d'Envision qui vous permet de faire toutes les remarques que vous souhaitez à travers, on va dire, à travers ce projet. J'en viens maintenant quand même donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Et j'en viens quand même à la réponse aux deux énigmes qui finalement ont été données en début de ce webinaire. Donc la première énigme, vous vous rappelez, c'était quelle est la catégorie de déchets la plus vertueuse? Tout le monde aura bien compris que la catégorie de déchets la plus vertueuse, c'est celle qu'on ne produit pas. Comme ça, on n'a pas besoin de l'éliminer. Et ce serait donc qu'on vivrait dans un monde parfait, il n'y aurait pas de déchets. Quel est ensuite le comble de toute stratégie de gestion de déchets pour une région? Alors, le comble, c'est de faire traiter ces déchets par une autre région. Voilà, enfin, c'est un petit clin d'œil. Et j'en ai terminé. Je vous souhaite donc écoutez, une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.